Une mère de la garderie de mon fils est devenue obsédée par mon mari et a commencé à nous harceler. Elle a déménagé dans l'immeuble d'à accent grave côté et a essayé d'entrer dans notre appartement. Mon mari, Marial, 34 ans, et moi, 32 ans, sommes mariés depuis 6 ans et nous avons un fils de 3 ans, Everett. Nous vivons dans une ville où les prix de l'immobilier sont exorbitants, alors nous avons eu de la chance de trouver un appartement correct dans un bon quartier, avec une bonne garderie à proximité. Nous avons inscrit Everett là-bas l'année dernière, et jusqu'à récemment, tout se passait bien. Marial et moi accordons énormément d'importance à notre temps en famille. Nous avons tous les deux des emplois exigeants. Je travaille dans l'administration de la santé, et lui est ingénieur civil dans une bonne entreprise. Malgré nos emplois du temps chargés, nous faisons en sorte de déposer et de récupérer Everett ensemble, chaque fois que c'est possible. C'est notre petite routine familiale, qui nous permet de passer un moment précieux ensemble avant de commencer nos journées de travail séparées. La garderie est assez classique, les parents entrent et sortent rapidement, la plupart se contentent d'un petit signe de tête ou d'un bref bonjour. Et c'est précisément pour cela que le comportement de Diana a attiré l'attention dès le départ. Diana a une fille, Liv, dans la même classe qu'Everett. Je l'ai remarqué il y a environ 6 mois, lorsqu'elle a commencé à me regarder bizarrement pendant que je déposais mon fils le matin. Au début, je pensais que j'avais peut-être quelque chose sur le visage, ou que je l'avais involontairement offensée. J'ai essayé de lui sourire et de la saluer plusieurs fois, mais elle répondait toujours par un regard froid ou m'ignorait complètement. Après plusieurs tentatives, j'ai abandonné et me suis concentrée sur Everett. La situation a pris une tournure étrange il y a environ 2 mois. Marial a dû s'occuper seul de déposer Everett parce que j'avais une réunion tôt ce jour-là. Ce soir-là, il est rentré à la maison avec une histoire étrange. Diana, qui ne m'avait jamais adressé la parole malgré de nombreuses occasions, avait entamé une conversation très enthousiaste avec lui. En l'espace d'une dizaine de minutes, elle lui avait raconté toute sa vie, d'où elle venait, où elle avait fait ses études, les détails de son divorce, son mari l'avait quittée pour une collègue, et à quel point elle était malheureuse dans son travail et dans sa situation de vie. Lorsque Marial a mentionné qu'il était ingénieur civil, Diana a réagi comme s'il était une célébrité. Elle lui a posé une foule de questions sur son entreprise et sur les projets sur lesquels il travaillait. Marial, naturellement aimable et essayant d'être poli, a mentionné que moi aussi, j'avais fréquenté la même université, à peu près à la même époque que Diana, pensant que cela pourrait détendre l'atmosphère si elle avait un quelconque problème avec moi. J'en ai ri, plaisantant en disant que Diana avait, en gros, fait un speed dating avec mon mari dans le couloir de la garderie. Nous n'y avons pas beaucoup réfléchi, la considérant simplement comme une personne socialement maladroite. La semaine suivante, Marial est partie en déplacement pour une présentation de projet, et j'ai pris en charge seul les allers-retours à la garderie pendant 10 jours. Chaque jour, Diana apparaissait d'une manière ou d'une autre à côté de moi dans le couloir ou dans la salle d'attente. Elle ne me parlait jamais ni ne reconnaissait ma présence, mais elle se plaçait suffisamment près pour écouter mes conversations avec les enseignants ou d'autres parents. À plusieurs reprises, je l'ai surprise en train de se pencher légèrement pendant que je discutais avec une autre maman de nos projets pour le week-end ou des activités pour les enfants. Son comportement était si étrange que j'en ai parlé à Marial lors de nos appels du soir. Il trouvait aussi curieux que Diana n'ait même pas essayé de me parler, surtout après avoir été si prompte à engager la conversation avec lui. Lorsque Marial est revenu de son voyage, nous avons repris notre routine de dépôt à la garderie ensemble. 3 jours après son retour, Diana est entrée dans la salle de classe pendant que Marial ajustait le sac à dos d'Everett dans son casier. Et moi, j'étais de l'autre côté de la pièce, aidant Everett à accrocher son manteau. Diana s'est dirigée directement vers Marial, lui a attrapé le bras et lui a demandé avec enthousiasme comment s'était passé son voyage et s'il était content d'être de retour. Marial, surpris par tant de familiarité, m'a immédiatement désigné du doigt et nous a présentés. Diana m'a regardé avec une expression étrange et a affirmé qu'elle se souvenait de m'avoir vu à un événement d'anciens élèves, il y a quelques mois. C'était un mensonge évident, non seulement parce que nous interagissions à la garderie, mais aussi parce que je n'avais assisté à aucun événement de ce genre depuis des années. À partir de ce jour-là, le comportement de Diana est devenu encore plus flagrant. Lorsque Marial et moi arrivions ensemble à la garderie, elle le saluait avec enthousiasme tout en m'ignorant complètement, malgré le fait qu'il était clair que nous étions en couple souvent main dans la main ou avec le bras de Marial posé sur mon épaule. À plusieurs reprises, elle restait près de la porte à l'heure de la sortie, attendant visiblement une opportunité de parler à Marial seul. Marial s'est rapidement rendu compte de son comportement et a commencé à l'éviter délibérément. Soit il faisait semblant de ne pas la voir, soit il lui adressait un simple signe de tête poli avant de s'éloigner.
Il m'a dit qu'il trouvait son comportement irrespectueux envers moi et envers notre mariage, et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Malgré le désintérêt manifeste de Marial, Diana a persisté. La situation a commencé à affecter mon plaisir de notre routine familiale. Je me retrouvais à scruter le couloir à la recherche de sa présence quand nous arrivions, me raidissant quand je la voyais et pressant Everett le matin pour éviter une autre rencontre gênante. Un après-midi, alors que je discutais avec une autre maman à la sortie de la garderie au sujet d'un anniversaire à venir, j'ai mentionné notre adresse pour organiser un covoiturage. Diana était assise à une table proche, faisant semblant d'aider sa fille avec un projet artistique, mais j'ai remarqué qu'elle avait légèrement incliné la tête dans notre direction lorsque j'ai mentionné le nom de notre rue. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Un mois plus tard, je marchais avec Everett vers le parc près de notre appartement lorsque j'ai vu Diana et sa fille sortir de l'immeuble voisin d'une autre. Je me suis arrêtée net et Diana m'a vue. Elle a semblé tout aussi surprise pendant un instant, puis s'est rapidement retournée et s'est dépêchée de partir dans la direction opposée. Quand j'ai raconté l'incident à Marial, il a appelé le bureau de gestion de notre immeuble qui gère aussi celui d'Alexandrave Côté. En appel au parleur, le gestionnaire a confirmé que Diana avait emménagé dans l'immeuble adjacent 3 semaines plus tôt. La coïncidence paraissait trop grosse pour être ignorée. La fréquence de nos rencontres a augmenté de manière spectaculaire. Je voyais désormais Diana presque tous les jours dans notre quartier à l'épicerie, au café, au parc. À chaque fois, elle m'ignorait complètement tout en faisant des efforts évidents pour se placer à des endroits où Marial pourrait la voir s'il était avec moi. La situation a atteint son point de rupture le mois dernier, lorsque Diana a abordé Marial devant notre immeuble un matin, alors qu'il installait Everett dans la voiture pour l'emmener à la garderie. J'étais à l'étage en train de chercher une boîte à lunch oubliée et j'ai observé depuis la fenêtre Diana tenter d'entamer une conversation avec Marial. Même à distance, je pouvais voir que le langage corporel de Marial était tendu et mal à l'aise. Quand je suis descendue avec la boîte à lunch, Diana s'est rapidement éloignée, mais pas avant que je l'entende proposer à Marial une sortie entre enfants pour le week-end uniquement lui et les enfants. Marial lui a immédiatement répondu que toute sortie de ce genre devrait être organisée avec moi. Diana n'a jamais relancé. Ce soir-là, Marial et moi avons eu une longue conversation au sujet de la situation. Nous avons tous les deux senti que le comportement de Diana avait franchi la limite entre simplement agaçant et réellement inquiétant. Le fait qu'elle ait emménagé si près de chez nous après avoir entendu notre adresse, combiné à ses tentatives persistantes d'interagir avec Marial tout en m'excluant, a soulevé de sérieuses alertes. Nous avons alors décidé qu'il était temps d'aborder la situation de manière directe. Le lendemain matin, lorsque nous avons vu Diana, Marial lui a calmement dit que je voulais lui parler. Quand Diana s'est montrée surprise, il a ajouté que son comportement consistant à m'ignorer tout en recherchant son attention était évident et irrespectueux. Je me suis alors avancée et j'ai dit directement à Diana que son comportement était inapproprié et je lui ai demandé de garder ses distances avec notre famille. Je lui ai fait remarquer qu'une garderie n'était pas un lieu pour flirter et que ses actions nous mettaient mal à l'aise. Diana avait l'air étonnée. Elle a assuré qu'il y avait eu un malentendu, qu'elle n'avait fait que marcher avec Marial jusqu'à son bureau après une rencontre fortuite. Quand j'ai raconté cela à Marial plus tard, il a précisé qu'ils avaient marché dans la même direction pendant un pâté de maison après avoir quitté la garderie, avant qu'il ne lui dise au revoir et ne se dirige vers son bureau. Il a dit qu'il n'amènerait jamais un inconnu à son lieu de travail et qu'il avait simplement été poli pendant leur courte marche partagée. Quelques jours après notre confrontation, Diana est venue nous voir à la sortie de la garderie, disant qu'elle voulait parler. Marial s'est excusé en disant qu'il devait se concentrer sur Everett. J'ai parlé brièvement avec Diana. Elle m'a dit, sur un ton irrité, que nous ne serions jamais amis. Venant de quelqu'un qui n'avait jamais fait le moindre effort pour être amical avec moi en premier lieu, cette déclaration était absurde. Je me suis contentée de la remercier de m'avoir informée et je suis partie, la laissant là, bouche bée. La situation actuelle reste tendue. Diana vit toujours dans l'immeuble voisin d'une autre et sa fille fréquente toujours la garderie d'Everett. Marial et moi parlons désormais régulièrement de la possibilité de déménager, une idée que nous avions déjà envisagée, mais qui nous semble désormais urgente. Nous avons également informé la directrice de la garderie de la situation, en fournissant un dossier documenté du comportement de Diana. Plusieurs amis ont suggéré que les actions de Diana s'apparentaient à du harcèlement, ce qui nous a terrifiés. Nous avons commencé à prendre des précautions, varier nos itinéraires, être plus prudents dans le partage d'informations personnelles et tenir un registre détaillé de toutes les interactions avec Diana. La fête de Noël de la garderie approche la semaine prochaine.
En repensant à celle de l'année dernière, où Diana était arrivée dans une tenue inappropriée et avait passé la soirée à essayer de parler aux parents des autres enfants, nous redoutons une nouvelle rencontre gênante. Jamais je n'aurais imaginé avoir à gérer une telle situation dans la trentaine, surtout pas dans le contexte de l'éducation de mon fils. Quelqu'un est-il déjà passé par une situation similaire? Tout conseil sur la manière de gérer cela à l'avenir serait grandement apprécié. Je veux protéger ma famille et préserver notre tranquillité d'esprit, sans aggraver le conflit. Mise à jour 1. La fête de Noël de la garderie s'est révélée encore plus gênante que ce que nous avions anticipé. Diana est arrivée vêtue d'une robe rouge moulante, plus adaptée à une soirée cocktail qu'à un événement pour enfants. Pendant toute la soirée, elle s'est placée à chaque endroit où allait Marial, le suivant même jusqu'à la table des rafraîchissements lorsqu'il est allé chercher un biscuit pour Everett. Marial est resté près de moi tout le temps, montrant clairement que nous étions un couple uni. Ce qui s'est produit ensuite était inattendu. Un autre père de la garderie, Brian, s'est approché de nous pendant la fête et nous a demandé si Diana nous dérangeait. Brian nous a révélé que Diana avait eu un comportement similaire l'année précédente, lorsque sa femme avait été absente pour des raisons de santé. Selon lui, Diana l'avait abordé à plusieurs reprises, avait ignoré sa femme lors des rares fois où elle était présente, et avait même proposé des sorties entre parents célibataires. Ce comportement avait cessé lorsque la femme de Brian s'était rétablie et avait recommencé à assister régulièrement aux événements de l'école. Nous avons compris que la folie de Diana n'avait rien de nouveau. Mais contrairement à Brian, elle continuait à s'obséder pour mon mari malgré ma présence. Et ce n'était pas tout, Brian nous a présenté à 2 autres couples qui avaient vécu des expériences similaires avec Diana. Une mère a mentionné que Diana s'était même rendue sur le lieu de travail de son mari, soi-disant par hasard, après l'avoir entendu en parler lors d'un événement scolaire. Fort de ces nouvelles informations, nous avons organisé une réunion avec la directrice de la garderie la semaine suivante. Brian nous a accompagnés. Il avait déjà signalé le comportement de Diana à la directrice, mais on lui avait répondu qu'il s'agissait d'une affaire personnelle entre parents. Cette fois, avec plusieurs familles exprimant des préoccupations similaires, la directrice a accepté de surveiller la situation de plus près et de s'assurer que Diana ne serait jamais affectée à des activités de bénévolat aux côtés de Marial ou des autres parents concernés. Pendant environ 3 semaines après cette réunion, Diana a semblé se calmer. Elle a cessé d'attendre aux heures de sortie et gardait ses distances lors des événements. Nous pensions que la surveillance accrue du personnel de la garderie avait peut-être eu un effet. Puis, un soir de fin janvier, je travaillais tard et Marial est allé chercher Everett seul. Quand ils ne sont pas rentrés à l'heure habituelle, j'ai envoyé un message à Marial. Il m'a appelé immédiatement, l'air stressé. Il m'a expliqué que Diana les avait suivis, lui et Everett, depuis la garderie. D'abord à pied, puis en voiture, baissant sa vitre pour leur proposer de les ramener chez eux sous prétexte qu'il allait pleuvoir. Marial a fermement refusé l'offre et a pris un détour vers un lieu public, un café très fréquenté, jusqu'à être certain que Diana était partie. Ce jour-là, nous avons décidé de déposer un rapport de police. L'agent qui a pris notre déclaration nous a expliqué que, bien que le comportement de Diana soit inquiétant, il ne franchissait pas encore le seuil légal du harcèlement dans notre État. Ce qui nous a paru absurde, comme si le seuil n'était franchi que lorsqu'on vous poursuivait habillé en clown avec un couteau à la main. La situation a empiré en février, lorsque Diana a réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir l'adresse mail professionnelle de Marial et lui a envoyé plusieurs messages lui demandant son avis d'expert sur des projets personnels qu'elle considérait comme des loisirs. Les courriels contenaient des photos de l'intérieur de son appartement avec des maquettes étranges et des demandes pour que Marial vienne chez elle lui donner des conseils. Marial a transmis les courriels au service des ressources humaines de son entreprise et a répondu une seule fois, avec un message ferme lui demandant de ne plus le contacter pour des raisons non liées à la garderie. Durant cette période, nous avons remarqué que Diana apparaissait fréquemment dans les lieux que nous avions l'habitude de fréquenter, notre supermarché habituel, le café où Marial travaillait souvent le week-end le matin, et même sur le sentier où je faisais mon jogging plusieurs fois par semaine. À chaque fois, elle feignait d'être surprise de nous voir, en disant qu'elle venait de découvrir ces endroits récemment. L'incident le plus troublant s'est produit début mars. Marial et moi avons assisté à un dîner de bienfaisance pour la garderie d'Everett dans un restaurant local. L'événement était réservé aux adultes et nécessitait l'achat de billets plusieurs semaines à l'avance. En milieu de soirée, Diana est arrivée en disant qu'elle avait décidé de soutenir l'école, bien qu'elle n'ait ni confirmé sa présence ni acheté de billets à l'avance. Elle a passé toute la soirée à essayer de s'immiscer dans les conversations avec Marial, complimentant son costume et lui posant des questions sur ses projets actuels. Ce qui nous a vraiment perturbés, c'est ce qui s'est passé au moment de partir.
Diana s'est approchée de Marial pendant que je récupérais nos manteaux, et a glissé un mot dans sa poche. Marial ne l'a remarqué qu'une fois rentré à la maison. Le mot contenait le numéro de téléphone de Diana et le message suivant: la vie est courte. Profite de ce qui pourrait être. Elle n'a pas besoin de le savoir. Marial m'a immédiatement montré la note, et nous avons convenu que cela franchissait définitivement une limite. Le lendemain, nous sommes retournés au poste de police avec la note, les courriels comme preuve, ainsi que les enregistrements de sécurité. L'agent qui avait pris notre première plainte a reconnu que le comportement de Diana était désormais bien du harcèlement, et nous a aidés à demander une ordonnance restrictive temporaire. Le tribunal a accepté la requête et a exigé que Diana reste à au moins 30 mètres de nous, de notre domicile et du lieu de travail de Marial. L'ordonnance ne lui interdisait pas d'emmener sa fille à la garderie, mais elle précisait qu'elle devait éviter tout contact avec nous pendant les heures de dépôt et de récupération de notre fils. Lorsque Diana a reçu l'ordonnance de restriction, elle serait devenue hystérique, convaincue que nous étions en train de ruiner sa vie. Elle a déclaré à l'huissier que Marial l'avait séduite et lui avait laissé entendre qu'il était intéressé, un mensonge total que Marial a nié catégoriquement. Le lendemain de la remise de l'ordonnance, la directrice de la garderie nous a appelés. Diana avait contacté l'école pour prétendre que c'était nous qui la harcelions. La directrice, déjà bien informée de la situation, nous a assuré que l'école soutenait nos démarches et veillerait à ce que l'ordonnance soit respectée dans l'enceinte de la garderie. Mise à jour 2. Un peu plus d'un mois après avoir obtenu l'ordonnance de restriction, nous avons remarqué que Diana avait complètement cessé d'apparaître dans notre quartier. Sa fille continuait de fréquenter la garderie, mais c'est la mère de Diana qui s'en occupait. Nous espérions prudemment que cela signifiait que Diana avait enfin compris le message. Fin avril, nous avons reçu un appel de la directrice de la garderie nous informant que Diana avait retiré sa fille, alléguant un environnement hostile. Bien que nous ayons ressenti beaucoup de peine pour la fillette, qui s'était fait des amis et s'était bien adaptée à sa routine, nous n'avons pas pu nous empêcher de ressentir un certain soulagement. 2 semaines après que la fille de Diana eut quitté la garderie, Marial est rentré du travail visiblement bouleversé. Un collègue lui avait montré une publication sur les réseaux sociaux faite par Diana, qui contenait des allusions à notre situation. Bien que nous n'y soyons pas nommément mentionnés, la publication décrivait un bel ingénieur civil marié qui avait été amical avec elle avant que son épouse jalouse n'intervienne. Elle affirmait qu'ils avaient partagé des conversations profondes et une connexion émotionnelle que la femme aurait mal interprétée. Le message incluait des détails vagues sur notre quartier et sur la garderie d'Everett, que quiconque nous connaissant pouvait facilement reconnaître. Plusieurs amis de Diana ont commenté, lui exprimant leur sympathie et suggérant que l'épouse était clairement une personne peu sûre d'elle, menacée par elle. Marial a immédiatement contacté notre avocat, qui nous a conseillé de faire des captures d'écran de tout cela mais de ne pas interagir. Bien que la publication soit inappropriée, elle ne violait pas techniquement l'ordonnance de restriction, car elle ne constituait pas un contact direct. La situation a pris un nouveau tournant lorsque j'ai reçu une demande d'ajout sur les réseaux sociaux d'un nom que je ne reconnaissais pas. Par précaution, j'ai consulté le profil avant de le refuser et j'ai découvert qu'il appartenait à l'ex-mari de Diana. Après en avoir discuté avec Marial et notre avocat, j'ai accepté la demande, qui a été rapidement suivie par un message où il affirmait pouvoir nous aider avec notre situation. Il nous a proposé de nous rencontrer pour en discuter en personne. Thomas s'est révélé être un homme calme, qui semblait sincèrement préoccupé par la situation. Il nous a expliqué que Diana avait présenté un comportement obsessionnel similaire envers lui durant leur mariage, s'attachant souvent à des collègues ou amis masculins. Selon lui, les obsessions de Diana duraient en général plusieurs mois avant qu'elle ne passe à quelqu'un d'autre. La révélation la plus choquante a été lorsque Thomas nous a expliqué que le schéma de Diana, consistant à emménager près de ses cibles, lui était familier. Après leur séparation, mais avant le divorce définitif, Diana avait loué un appartement dans le même immeuble qu'un collègue dont Thomas soupçonnait qu'elle était éprise. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a déménagé dans une maison située dans la même rue que celle de son thérapeute, pour lequel elle avait développé une obsession. Thomas nous a dit qu'il avait décidé de nous contacter parce que Diana l'avait récemment recontacté, lui demandant de se remettre ensemble. Au cours de leur échange, elle avait mentionné qu'elle avait été obligée de quitter son appartement à cause du harcèlement de ses voisins. Thomas avait fait le lien à partir des détails qu'elle avait donnés, en enquêtant sur la garderie de sa belle-fille, il nous avait retrouvés. Oui, Liv n'est pas sa fille biologique, donc il n'a pas la garde. Diana a été diagnostiquée avec une érotomanie, ce que j'ai découvert être un trouble psychiatrique délirant où la personne croit qu'un autre individu est amoureux d'elle, même si ce n'est pas le cas.
Elle était suivie pour cela par son thérapeute, jusqu'à ce qu'elle devienne obsédée par lui aussi et commence à le harceler. Avec ces nouvelles informations, nous sommes retournés au tribunal pour demander à ce que l'ordonnance de restriction temporaire devienne permanente. Le juge, après avoir examiné les preuves, y compris la déclaration de Thomas et celle du thérapeute, a accepté notre demande et a élargi l'ordonnance pour inclure une interdiction de toute référence à notre égard sur les réseaux sociaux. Et juste au moment où nous pensions que la situation était peut-être en voie de résolution, notre agent immobilier nous a appelés avec de mauvaises nouvelles. En montrant notre appartement à des acheteurs potentiels car nous avions enfin trouvé une nouvelle maison et mis l'appartement en vente, il a découvert que quelqu'un était entré dans notre logement sans autorisation. Rien n'avait été volé, mais plusieurs objets avaient été déplacés, et une photo encadrée de Marial et Everett avait disparu du salon. Nous avons immédiatement soupçonné Diana et contacté la police. Les patrouilles dans notre secteur ont été renforcées. Cela s'est avéré utile seulement 3 jours plus tard, lorsque Diana a été prise en flagrant délit en train d'essayer de pénétrer par l'arrière de notre immeuble, à 2 heures du matin. La police l'a arrêtée pour violation de l'ordonnance de restriction et tentative de cambriolage avec effraction. Diana a passé 2 nuits en détention avant d'être libérée sous caution, avec un bracelet électronique et des conditions strictes, y compris une évaluation psychologique obligatoire et un traitement psychiatrique. Son avocat a plaidé qu'elle traversait une crise de santé mentale et qu'elle avait besoin d'aide, non de punition. Depuis, nous avons déménagé dans notre nouvelle maison, dans un autre quartier. Everett est inscrit dans une nouvelle garderie pour la prochaine rentrée scolaire. Nous avons pris des précautions extrêmes concernant notre nouvelle adresse, en veillant à ce qu'elle ne figure dans aucun registre public et en demandant à nos amis et notre famille de ne la partager avec personne. Le développement le plus récent s'est produit la semaine dernière, lorsque l'avocat de Diana a contacté le nôtre avec une proposition d'accord. En échange du non-dépôt de plainte civile pour harcèlement et détresse émotionnelle, Diana accepterait de suivre un traitement psychiatrique continu, de déménager dans un autre état où vit sa sœur, et de ne jamais entrer en contact avec notre famille sous aucune forme. Après de longues discussions, nous avons accepté ces conditions sous réserve que des garanties juridiques soient mises en place pour assurer leur respect. Notre objectif principal a toujours été de protéger notre fils et de retrouver notre paix d'esprit. Nous sommes prudemment optimistes quant à la clôture de ce chapitre, mais nous restons vigilants. Il est difficile d'imaginer qu'une personne aussi déséquilibrée que Diana puisse un jour retrouver un semblant d'équilibre dans sa vie. Mise à jour 3. L'accord avec Diana a été finalisé il y a environ 5 mois. Elle a déménagé pour vivre près de sa sœur, a intégré un programme intensif de traitement psychiatrique et n'a eu aucun contact avec nous. L'avocat de Diana fournit des mises à jour mensuelles à notre propre avocat, confirmant son respect des conditions de notre accord. Tant qu'elle ne les enfreint pas, nous ne prendrons pas de mesures juridiques. Mais si elle le fait, nous pourrons agir assez rapidement. Telles sont les conditions. D'après ces mises à jour, plusieurs troubles mentaux ont été diagnostiqués chez Diana, en plus de l'érotomanie que son ex-mari avait mentionnée. Elle réagit bien au traitement et à la médication, et sa sœur rapporte une amélioration significative de son comportement et de ses schémas de pensée. Notre nouvelle maison est devenue le sanctuaire que nous espérions. Située dans une communauté fermée avec une bonne sécurité, elle se trouve à environ 30 minutes de notre ancien quartier. Everett s'est bien adapté à sa nouvelle garderie et s'est déjà fait plusieurs amis. Nous avons pris soin de ne pas partager d'informations personnelles avec les autres parents. Cette prudence nous accompagnera probablement pendant de nombreuses années. L'entreprise de Marial a fait preuve de compréhension face à la situation et lui a permis de travailler à distance pendant plusieurs semaines, le temps de notre déménagement et de notre transition. Ses collègues ont été solidaires, et l'incident de la publication sur les réseaux sociaux de Diana est désormais en grande partie oublié. Nous avons eu une petite frayeur il y a environ 2 mois, lorsqu'une femme ressemblant à Diana a été aperçue près de la nouvelle garderie d'Everett. Après avoir vérifié les enregistrements de sécurité, nous avons confirmé qu'il ne s'agissait pas d'elle, mais de quelqu'un avec une apparence similaire. Désormais, chaque fois que nous voyons une coupe de cheveux semblable, cela nous fait immédiatement penser à Diana. L'agent qui a géré notre dossier nous contacte périodiquement. Il nous a conseillé de maintenir nos mesures de sécurité pendant au moins 1 an, même avec Diana vivant dans un autre état. C'est pourquoi nous avons installé des caméras autour de notre propriété et restons prudents quant à notre présence en ligne. Heureusement, Everett semble avoir vécu ces changements dans sa vie sans traumatisme significatif. Il demande parfois des nouvelles de ses anciens amis de la garderie précédente, mais il ne mentionne plus Diana ni sa fille. C'était l'un de nos plus grands soucis, mais comme il est petit, il passe facilement à autre chose. Pour ceux qui lisent ceci et pourraient vivre une situation similaire, mon conseil est simple,
Faites confiance à vos instincts. Si le comportement de quelqu'un vous paraît anormal ou vous met mal à l'aise, il est probablement problématique. Documentez tout. Informez les autorités dès le début, même si elles ne peuvent pas agir immédiatement. Construisez un réseau de soutien composé d'amis, de membres de la famille et de professionnels qui comprennent ce que vous traversez. Nous avons eu la chance de bénéficier de ressources que beaucoup de personnes n'ont pas, la possibilité de déménager, l'accès à une représentation légale, des employeurs solidaires, et une communauté forte autour de nous. Aujourd'hui, nous reconnaissons ce privilège, et nous nous sommes engagés à aider d'autres personnes qui pourraient faire face à des situations similaires avec moins de ressources. En ce qui concerne Diana, j'ai fait un grand travail sur moi-même pour laisser tomber la rancune à son égard. La santé mentale est complexe, et bien qu'elle ne justifie pas les comportements nuisibles, elle aide à les expliquer. J'espère qu'elle continuera à recevoir l'aide dont elle a besoin et qu'elle pourra reconstruire sa vie dans une direction plus saine. Merci à toutes les personnes qui nous ont offert leur soutien et leurs conseils au cours de ce cauchemar. Vous avez été plus importants que vous ne pouvez l'imaginer. Mise à jour 4. Diana est de nouveau obsédée par mon mari. Nous ne savons pas pourquoi elle a rechuté, car jusqu'à présent, elle passait généralement à une autre obsession après quelques mois. Mais cette fois, après plusieurs mois de thérapie et sous médication, elle avait cessé de le faire. Lorsque sa sœur s'en est rendue compte, elle a essayé de la raisonner, mais Diana a fini par s'enfuir. Sa sœur a contacté l'avocat de Diana, qui nous a avertis de ce qui pourrait se produire. Notre avocat lui a également rappelé que nous pouvions prendre des mesures juridiques. Nous avons alors décidé d'attendre une semaine après cet avertissement, pour laisser à sa sœur le temps de la retrouver et de la convaincre de reprendre son traitement. Mais au lieu de cela, nous avons découvert que Diana était revenue en ville et rôdait dans notre ancien quartier. Elle cherchait à découvrir n'importe quelle information, y compris à quelle garderie nous avions inscrit Everett. Mais personne ne lui a rien dit, soit parce qu'ils ne savaient pas, soit parce qu'ils avaient été prévenus. Une voisine nous a contactés pour nous dire ce qui se passait, et cela a suffi pour entamer une procédure judiciaire contre elle. Elle a même essayé de se rendre sur le lieu de travail de Marial, mais s'est contentée d'observer de l'extérieur, du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Quelqu'un ressemblant à Diana aurait été vu à l'extérieur pendant un certain temps. Heureusement, elle n'a rien tenté, et Marial a fait en sorte de ne pas être visible lorsqu'il est sorti ce jour-là. Quoi qu'il en soit, l'entreprise a reçu pour consigne de ne pas la laisser entrer. La procédure a été rapide, et nous avons pu la poursuivre en justice et entamer une action pénale contre elle. Tout cela s'est déroulé en un temps record, car elle avait accepté de ne pas être inquiétée tant qu'elle recevait et poursuivait un traitement. Comme elle ne l'a pas fait, nous avons agi en conséquence. Tous les jugements à son encontre n'ont pas duré plus de 2 mois chacun, et ils se sont déroulés quasiment en parallèle. Elle a été placée en garde à vue dès que notre avocat a informé les autorités et entamé la procédure de plainte. Cette dernière a pris un peu plus de temps, mais nous avons pu obtenir une compensation, ordonnée par le juge, en saisissant certains biens qu'elle possédait. Pendant qu'elle vivait chez sa sœur, elle ne travaillait pas, mais elle possédait encore une voiture et quelques économies. Pendant qu'elle menait encore une vie fonctionnelle ici, un autre juge a ordonné son placement dans une institution où elle recevra un traitement et de l'aide pour ses troubles. Mais si elle décide de refuser unilatéralement les soins, au moins, elle ne pourra pas s'échapper et tenter quelque chose contre nous ou quelqu'un d'autre. De toute façon, elle ne pourra pas éviter le traitement là-bas. Ce n'est pas une prison de haute sécurité, mais elle n'est pas libre pour autant de faire ce qu'elle veut. J'espère que c'est la dernière fois que j'écris ici. Au moins maintenant, elle sera enfermée pendant plusieurs années, et sa libération dépendra de sa volonté à rester sous traitement et de sa progression. Mais nous savons au moins que ce sera pour un bon moment. Peut-être qu'elle commencera à harceler d'autres personnes là-bas, mais ce ne sera plus notre problème à moins qu'elle ne commence à harceler des personnes imaginaires, ce qui la rendrait encore plus instable qu'avant, s'échapperait de cet endroit et entamerait une série de crimes. Mais à ce que nous savons, tant qu'une personne avec sa condition et d'autres troubles accepte de se faire soigner, elle peut retrouver une vie normale. Pour ceux qui ont demandé des nouvelles de sa fille, nous ne savons pas vraiment. Elle est peut-être chez sa sœur, ou peut-être restée avec son père biologique. Nous ne connaissons pas cette partie de son histoire. Je vous dis au revoir, et j'espère ne plus jamais avoir à revenir ici.